Très bien, bonjour. Je suis tout d'abord évidemment très reconnaissant d'avoir été invité et je regrette de ne pouvoir être avec vous aujourd'hui physiquement. J'ai malheureusement des cours à donner ici à Londres et je vais devoir m'éclipser après ma présentation. Ma présentation consiste en quelques remarques générales sur l'étude de la question raciale, des remarques basées sur ma recherche, qui, je pense, s'insère très bien dans les remarques préliminaires d'Éric Coquerel. Mon approche de la question raciale est la suivante. Je pense qu'il est absolument essentiel de voir le racisme comme une relation de pouvoir. Alors ça n'a rien de nouveau, Éric l'a également mentionné, mais je trouve que c'est quelque chose qui manque notamment dans le débat public. Il s'agirait donc de la domination d'une population minoritaire par une population majoritaire, une domination qui s'exprimerait dans le domaine politique, dans le domaine de la représentation politique notamment, dans le domaine économique, social, culturel, symbolique, etc. Donc c'est véritablement un rapport structurant. En d'autres termes, le racisme est la production systématique de désavantages dans ces domaines. Il me semble important de souligner ce rapport de pouvoir et de ne pas trop se focaliser sur l'acte ou la parole raciste. Pour moi, c'est une erreur qui n'est pas innocente de l'antiracisme officiel français, car cela permet de mettre le doigt sur des individus, mais pas sur le système. Cela me semble également important de souligner que théoriquement, le racisme peut exister en l'absence d'actes ou de paroles explicitement racistes. Le racisme peut exister dans une société convaincue qu'elle n'est pas raciste, peuplée de gens qui se pensent non racistes, voire antiracistes, avec un État qui se dit universaliste. Le racisme peut même exister sans que les victimes, ne possédant pas forcément les outils analytiques nécessaires, ne s'en rendent compte. C'est pour ça que je suis parfois assez sceptique par rapport au sondage sur l'expérience du racisme, car il me semble à moi que si vous n'avez pas été embauché parce que vous êtes noir ou arabe, eh bien, il y a de grandes chances que vous ne le sachiez jamais. Et enfin, je finirai cette introduction en disant que la différence entre le racisme et d'autres relations de pouvoir basées sur le genre, la classe, la sexualité ou le handicap, est que le racisme vise un groupe racial. Alors évidemment, un groupe racial n'a pas d'existence objective, il est socialement construit au travers d'un processus que nous appelons la racialisation, qui est en fait un discours d'altérisation, et qui se base en général sur deux sortes de différences. Tout d'abord des différences somatiques ou biologiques, c'est-à-dire des différences afférentes au corps, à la stature, la texture des cheveux, la couleur de la peau, etc. Et des différences culturelles. Donc un groupe culturel, y compris les groupes religieux. Évidemment, les groupes auxquels on pense immédiatement sont les juifs et les musulmans qui ont été racisés au travers de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Donc mon point de vue sur le racisme est que tous ces phénomènes-là représentent des cas de racisme. Donc j'ai un point de vue holistique sur le racisme qui inclut l'antisémitisme et l'islamophobie. Voilà. Maintenant pour l'histoire, donc historiquement le racisme est très ancien et d'origine européenne. Je pense que l'une des épisodes historiques clés est la péninsule ibérique lors de la Reconquête au XVIe siècle. Et nous voyons à ce moment-là un système de désavantages raciaux mis en place sur la base d'une racialisation somatique et culturelle des chrétiens nouveaux convertis, dont les ancêtres étaient juifs et musulmans. Donc nous avons déjà là au XVIe siècle des idées très biologiques sur la descendance, la qualité du sang, etc. Nous avons un système très élaboré de discrimination et de production de désavantages. Il y a ensuite, bien évidemment, comme Éric l'a mentionné, l'histoire de l'esclavage, de la traite des Noirs. Il y a l'histoire de la colonisation et son pendant, qui est la suprématie blanche.
Et en parallèle à tout ça, il y a évidemment l'antisémitisme qui culmine au XXe siècle avec le nazisme et la Shoah. Et je dois préciser qu'il s'agit là vraiment, véritablement d'une histoire européenne qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Et nous avons enfin, bien évidemment, l'histoire assez particulière de l'apartheid et des sociétés postcoloniales. Il me semble, étant donné que je suis ici à Londres et que je vous parle à l'Assemblée nationale, il me semble à moi qu'il est important de souligner la centralité historique de la France dans l'histoire du racisme. La France a été centrale dans la production de textes, dans l'élaboration de pratiques racistes. Il me semble important de le souligner, étant donné que la mythologie universaliste qui existe aujourd'hui chez vous invisibilise cette histoire pour se donner bonne conscience. Je crois que la France est le seul pays qui a une histoire d'esclavage, une histoire coloniale et une histoire de contribution également à l'antisémitisme, à la Shoah spécifiquement. Tout cela m'amène à la question du racisme aujourd'hui. Donc nous vivons une époque assez particulière. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la découverte des camps de la mort. Nous vivons également au lendemain de la décolonisation. Il y a aujourd'hui un anathème sur le racisme. Les lois explicitement racistes ont été largement abrogées dans les sociétés occidentales et si on en croit les sondages, il y a un consensus grandissant contre le racisme. Et personne ne s'assume raciste. Voilà. Typiquement, Donald Trump, je suis la personne la moins raciste du monde, notamment également, autre exemple, le Rassemblement national qui s'arrache les cheveux dès qu'on suggère que c'est un parti pour les racistes. Pourtant, malgré tout cela, les inégalités raciales plutôt, existent et sont observables et quantifiables objectivement, y compris en France, qui est plutôt un mauvais élève comparativement. Et je dirais même que les tendances ne sont pas toujours positives. En d'autres termes, le racisme, nous ne sommes pas en train de vaincre forcément le racisme. Il y a des tendances négatives. Je vous donne un exemple tout simple. La ségrégation raciale aux États-Unis a empiré depuis les années 90. Donc nous sommes dans une situation étrange où on a du racisme sans raciste. Le philosophe et historien Charles Mills disait que nous avons vécu un passage du racisme explicite au racisme dissimulé ou implicite. Et cela m'amène à faire deux remarques. La première est que nous ne pouvons pas prendre la société ou les individus qui la composent au mot, puisque cela voudrait dire que nous ne verrions pas le racisme, nous ne pourrions pas étudier le racisme. Et deuxièmement, que nous devons élaborer des moyens de visibiliser le racisme en identifiant ce que j'appelle les stratégies de dissimulation et de perpétuation. Alors je vais dire quelques mots de ces stratégies-là. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends tout simplement des pratiques et des discours qui maintiennent ou renforcent un système racial, un système raciste, mais de manière implicite. Donc c'est quelque chose de contemporain. Donc c'est une particularité donc de notre époque. La première stratégie sur laquelle je travaille est le déni. Donc typiquement, le racisme, c'est du passé. Je pense que vous avez tous entendu cette phrase. Ou alors, par exemple, l'islamophobie n'existe pas. Le déni d'islamophobie est un très bon exemple dans ce cadre. Il s'agit là véritablement d'un sport national en France. Il existe également ici au Royaume-Uni, mais je pense qu'ici, comme dans d'autres sociétés occidentales, le déni d'islamophobie est beaucoup plus localisé à l'extrême droite, alors qu'il est beaucoup plus consensuel en France. Bref, quel est l'objectif du déni d'islamophobie, par exemple? Eh bien, il y en a plusieurs. Le premier objectif est donc d'un point de vue psychologique, pardonnez-moi le détour par la psychologie de comptoir, le but est l'auto-perception positive de l'individu, donc auto-représentation positive du soi et du groupe auquel on pense appartenir, la nation par exemple. Donc se penser
non raciste, non islamophobe. Il y a un autre objectif qui est un objectif systémique. Le déni a pour but de saboter la reconnaissance de l'islamophobie notamment et la recherche de solutions à travers l'action législative, etc. Donc l'objectif est également de protéger l'islamophobe. Donc pour moi, et je sais que c'est un point de vue que j'ai maintenu dans mes travaux, le déni, c'est le racisme. Le déni, c'est l'islamophobie, et il s'agit d'une stratégie de perpétuation. Deuxième exemple, outre le déni, la minimisation. Donc typiquement, je ne peux croire qu'il y ait autant de racisme dans notre société que vous semblez le suggérer. Autre phrase, je suis sûr que vous l'avez tous entendu. L'idée ici est que les personnes non blanches ou issues de l'immigration, comme vous dites en France, exagèrent, s'auto-victimisent, veulent obtenir des avantages indus. Voilà, donc je pense à Pascal Bruckner qui soutient que être victime de racisme est un privilège. Et pour moi, ce genre de discours de minimisation, évidemment, ces discours-là perpétuent et renforcent le racisme puisqu'on situe le problème chez les victimes. Donc, déni, minimisation, finalement, le gaslighting est une stratégie évidemment très commune. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le gaslighting est un procédé de manipulation psychologique dans une situation d'abus et qui a pour but de protéger l'abuseur en jetant le doute dans l'esprit de l'abusé ou alors en disant à l'abusé qu'il ou elle a provoqué l'abus. Donc le gaslighting est inhérent au déni et à la minimisation. D'accord ? Donc ce serait typiquement ce que vous décrivez n'existe pas ou ce que vous décrivez est exagéré. Donc l'accent dans le gaslighting est votre intention en tant que personne racisée potentiellement ou en tant qu'antiraciste. Votre intention est mauvaise. Vous voulez nous donner à nous, les Blancs, les Français de souche, etc., mauvaise conscience. Et il y a parfois dans les cas extrêmes une inversion de la charge. C'est vous le raciste. Voilà, je ne compte plus le nombre de fois où on m'a dit que c'était moi le racisme. Donc vous devez peut-être vous dire comment s'en sortir, le monde est trop complexe. Eh bien, je pense que ce n'est pas du tout le cas. Et j'aimerais ici vous donner une astuce, peut-être, pour pouvoir identifier le racisme facilement. Et pour ça, j'en reviens à ce que je disais au début, le racisme est un rapport de pouvoir, objectif et observable. Donc, je vous invite à imaginer ce rapport de pouvoir comme une flèche verticale, d'accord ? Et en haut, vous avez les dominants, et en bas, vous avez les groupes dominés, minoritaires, racisés, etc., etc. Et dites-vous bien que tout discours qui tend à inverser ce rapport de pouvoir est en fait un discours qui renforce le rapport de pouvoir. Donc, dans le gaslighting, la victime devient l'oppresseur. Donc, le racisme est renforcé car le raciste ou le racisme sont protégés et c'est la victime qui est sacrifiée. Autre exemple, les racisés sont accusés, comme le disait Eric tout à l'heure, de racisme anti-blanc ou de nouvel antisémitisme. Donc là aussi, on inverse le rapport de pouvoir. On situe le problème du racisme chez ces victimes et ces victimes potentielles. Et je dirais aussi que tout discours qui fait l'impasse sur les rapports de domination et qui prétend que les moyens de combat de la domination sont le problème, opère de la même manière. Exemple, l'antiracisme, c'est le racisme. Ou l'antiracisme est pire que le racisme. Vous devez avoir entendu ça si vous lisez ou vous écoutez Alain Finkielkraut, Renaud Camus et d'autres. Il y a la version américaine, évidemment, qui est reprise chez vous en France. Le problème, ce n'est pas le racisme, c'est l'idéologie woke. Voilà, donc ça opère exactement de la même manière. Autre exemple, de nouveau, d'inversion de ce rapport de pouvoir, le problème n'est pas le nettoyage ethnique des Palestiniens, c'est le fait que les Palestiniens se défendent. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui tend à renforcer
ce rapport de pouvoir. Et évidemment, cette astuce s'applique aussi au genre, n'est-ce pas? Donc, si vous entendez que le problème n'est pas l'inégalité entre les sexes, mais que le féminisme est allé trop loin, eh bien, vous saurez que ce rapport est en train d'être inversé et en fait d'être renforcé. Voilà. J'espère que ces quelques idées nourriront les débats que vous aurez aujourd'hui, et je regrette que je ne serai pas là pour y participer, car comme je le disais tout à l'heure, j'ai des cours à donner tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Voici Zasia Ibrahim, qui effectivement